Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Julien Moss. Il est CEO et fondateur de la société Edisand.com. Bonjour Julien. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer ? Oui, bien sûr, mon parcours, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans la publicité digitale où j'accompagne principalement des marques, médias et des marques annonceurs pour développer leurs audiences et leurs revenus et leurs performances. Et comment t'es venu en fait l'idée de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Écoute, en fait, j'opérais une grande régie publicitaire de native advertising pendant une quinzaine d'années en France et en Europe. Et donc j'avais ces clients, les médias, qui me disaient depuis quelques années, on commence à produire des podcasts, mais on a du mal à développer des audiences et la monétisation. Et de l'autre côté, un certain nombre de marques produisaient par ailleurs des podcasts de marques et avaient des difficultés en dehors des plateformes à faire décoller leurs audiences. Et je me suis dit que j'avais ce savoir-faire et qu'il y avait un marché à prendre parce que les audiences sont très élevées. Aujourd'hui, il y a 84% des Français qui consomment de l'audio digital chaque jour. Pour autant, c'est un marché qui est encore assez peu trusté par les marques en termes d'investissement. Donc c'est là d'où est venue l'idée de créer Edisound et voilà, tout simplement. D'accord. Et en fait, avant de travailler dans l'audio et dans le marquage un petit peu publicitaire, l'identification effectivement publicitaire, qu'est-ce que tu faisais ? Tu as fait quoi comme études ? Alors j'ai fait des études assez courtes. En fait, j'ai travaillé en alternance dans un premier temps pour différentes entreprises dans le cadre de mes études. Et ensuite, j'ai très rapidement travaillé d'abord chez Xerox en vente et puis je suis rentré au monde Internet en 1999. J'ai repris un parcours, on va dire, universitaire scolaire. En 2015, j'ai fait un exec MBA avec HEC pour valider en fait un certain nombre d'acquis. C'était une expérience assez enrichissante pendant 1 an et demi, mais j'ai démarré finalement assez vite mon travail sans passer par de longues études. Je savais que je voulais faire du commerce, mais j'avais pas forcément une nécessité, une volonté très forte d'apprendre le commerce. Et alors, raconte-nous le pitch en fait de la force de ton entreprise. Qu'est-ce qui fait que Edisand propose aujourd'hui effectivement quelque chose avec une valeur ajoutée ? En fait, la valeur ajoutée, elle est assez simple. Aujourd'hui, pour les médias, on est un CMS 360 qui permet d'éditer, héberger, distribuer et monétiser son audio digital avec l'intégralité des formats audio, la capacité de pouvoir convertir des textes en audio, des vidéos en podcast et de monétiser l'ensemble, tout ça sur une seule et même interface avec une position SSP agnostique qui permet de capter chaque euro, chaque dollar que les marques peuvent investir sur ce format-là. C'est une position qui est unique aujourd'hui sur le marché, qui nous permet aujourd'hui de travailler avec les plus grands groupes médias en France, dans un premier temps avec les groupes Média Figaro, Lagardère, World Media, etc. Donc, qui nous donne aujourd'hui une couverture de 8 internautes sur 10 sur la couverture des internautes français. Et en fait, ces audiences, on les met à la disposition de nos clients, les marques annonceurs et leurs agences et leurs studios de production pour venir distribuer différents formats audio qu'on parle aujourd'hui de pré-roll, mais on a également développer une solution unique de distribution à la performance sur un modèle d'achat à l'écoute pour les marques qui créent des podcasts et qui souhaitent que ces podcasts rencontrent leurs audiences au bon endroit, au bon moment, au travers de notre réseau de sites partenaires. Donc c'est une force aujourd'hui, d'une part pour répondre à ce besoin pour les marques, mais également pour les médias, puisqu'en fait nous avons ici des campagnes uniques que nous sommes les seuls à avoir et qui permettent d'optimiser
finalement le taux de remplissage et donc dit CPM, donc la valeur que l'on donne aux inventaires que nos partenaires nous confient. Donc c'est une position qui est unique aujourd'hui sur le marché et qu'on a démarré en France en 2021 et qu'on commence à développer maintenant sur derrière la France sur le marché européen. Alors c'est la clé de voûte, le réseau de partenaires. Comment tu le constitues, ce réseau de partenaires au début en fait? En fait, essentiellement au travers des thématiques qui intéressent nos clients. Donc ici, on va aller chercher les contextes forts qui investissent, qui investissent le marché de l'audio digital. Donc on parle des grandes cibles finalement féminines, des grands contextes au niveau du sport, de la high-tech, de la culture, mais également en B2B qui est un segment très fort. 40% de nos revenus viennent aujourd'hui des annonceurs en B2B. C'est des gens qui ont des choses souvent un peu plus complexes à raconter qu'en B2C, qui ont épuisé les formats livre blanc, webinaire, etc., et qui se retrouvent bien dans le format podcast, qui plus est surconsommé par la population CSP+, urbaine, plus éduquée que la moyenne, et plus jeune que la moyenne, que vont cibler ces entreprises en B2B. Aujourd'hui, on a assez peu de news et on est très fort sur tous les contextes. Donc, on a développé un leadership sur les grandes thématiques. Voilà, encore une fois, food, high-tech, sport, santé, etc. Alors aux États-Unis, on parle beaucoup effectivement du côté crime, c'est-à-dire les histoires un peu de crime, les faits divers de crime, ça marche beaucoup. Tout ce qui est documentaire marche énormément également. En France, c'est plus quand même effectivement l'interview, la conversation. Quelles sont les thématiques qui ressortent le plus que les marques veulent ils veulent se positionner? Voilà, c'est vrai qu'on retrouve aussi le crime parmi les thématiques consommées par les Français. Il faut distinguer dans le podcast, je pense, le replay du natif. Donc le replay, c'est l'émission préférée de la radio qu'on peut aller consommer de manière différée quand on veut, où on veut. Et ça, c'est aujourd'hui à peu près 2/3 des audiences. Et là, on va retrouver dans le true crime, par exemple, on de la raconte qui correspond bien à cette thématique. Et puis après, il y a le podcast dit natif, donc qui a été produit pour le digital dans un premier temps, ce qui ne veut pas dire qu'on pourra pas le retrouver potentiellement à la radio derrière. Et là, on a dans les thématiques finalement, on retrouve également du true crime. On va retrouver de la fiction, du sport, de l'humour, du divertissement, etc. Voilà, donc par exemple, on peut citer aujourd'hui un des podcasts qui marche très bien chez nous, c'est l'horoscope. Ça fait partie finalement de la consommation de contenu que font les gens régulièrement en offline, et il y a une consommation qui se fait de manière quotidienne pour avoir son horoscope du jour sur son thème astral. Voilà. Et on retrouve aussi tout ce qui intéresse les Français, du sport énormément. On a des podcasts du sport comme Top Chrono qui fonctionnent, ou Golabzo qui fonctionnent extrêmement bien. Voilà, finalement, on retrouve toutes les thématiques en podcast qu'on a sur la vidéo, sur d'autres médias. Et les formats de durée, les marques sont très regardantes sur les formats de durée. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur les formats de durée podcast? En fait, ce que veulent les Français, d'une manière générale, c'est des contenus plutôt courts. On a sur les marques en particulier des Français qui nous disent, nous, de sources CSA, en moyenne, on consomme des podcasts qui font entre 5 et 15 minutes en grande majorité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des podcasts qui sont pas un peu plus longs, mais en grande majorité, c'est 5 à 15 minutes. Donc, on entend souvent que le podcast est le retour au temps long et parce qu'il n'y a pas la contrainte de l'émission en radio qui démarre juste derrière. C'est vrai, mais il faut pas oublier que aujourd'hui, on a tous des contraintes de temps qu'il faut jouer avec ça et d'une manière générale, on privilégie plutôt des formats un peu courts et on préférera toujours avoir 10 podcasts de 5 minutes plutôt que de 1 de 50 pour mieux chapitrer
ces podcasts, ces épisodes. D'une part, d'autre part, ce sont autant d'occasions que de donner du contenu à Google, parce qu'évidemment tous nos podcasts sont référencés sur Google, et donc chaque épisode c'est un titre, un descriptif, une image, une URL qu'on va communiquer à Google. Donc d'une manière générale, c'est mieux privilégier des contenus assez courts, de quelques minutes, éventuellement 10-15 minutes, quand on est une marque et qu'on fait des podcasts de marque. Évidemment, ça ne s'applique pas à tous les formats, parce qu'il y a certaines conversations qui vont nécessiter de rentrer de manière un peu plus profonde dans certains sujets. Encore une fois, il ne faut pas faire d'une règle une généralité, mais penser à plutôt faire court et dynamique. Et quand tu dis effectivement que donc les gens écoutent entre 10 et 15, mais ça se répète dans la journée, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu as constaté, par exemple ils vont écouter 10-15 minutes sur le trajet, et puis quand ils arrivent chez eux, ils vont effectivement faire un peu la cuisine, ils vont écouter 10-15 minutes également, ou est-ce que c'est vraiment 10-15 minutes dans la journée? Non, alors effectivement, ça dépend. C'est comme sur une série sur des plateformes comme Netflix. Au départ, on fait des contenus courts parce qu'on se dit un film de 2 heures, c'est pas facile c'est moins facile de rentrer dedans, plutôt que si on te propose un épisode de 40 minutes. Parfois, on se fait attraper parce qu'on va consommer 2, 3, 4, 5 épisodes de manière consécutive. Mais d'une manière générale, on sait aujourd'hui le podcast vient en complément de d'autres médias, d'autres formats. Il est consommé plutôt sur des temps de notamment trajet. Donc souvent le matin, avant on écoutait beaucoup la radio, maintenant il y a beaucoup de gens qui écoutent des podcasts. Sur des temps creux, souvent ça vient prendre des temps que d'autres médias ne consomment pas. Donc à la pause déjeuner par exemple. Là, on est avec des oreillettes au bureau et on prend le temps de déjeuner et plutôt que de regarder un film, potentiellement on va écouter des podcasts. C'est ce que nous ressortent un certain nombre d'études. Et puis effectivement, c'est souvent écouté pendant les temps où je fais la cuisine, où je fais du sport, du ménage, ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment un format qui a sa place tout au long de la journée pour les Français, et de manière intéressante, c'est sensiblement la même chose, qui vient prendre des temps de consommation que d'autres médias n'ont pas. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a donné le déclic d'entreprendre, ou un livre effectivement qui t'a emmené dans une autre aventure, un autre regard? Quel est le livre qui t'a retenu en fait? Alors, j'ai pas forcément de bouquin qui m'ait donné l'envie d'entreprendre. Je lis beaucoup. J'achète d'ailleurs plus de livres que ce que je suis capable de lire tout au long de l'année. C'est un peu comme un certain nombre de podcasts que je bookmark et j'ai pas tout le temps l'occasion de lire. Je crois qu'il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, enfin en tout cas énormément plu, qui m'accompagne depuis pas mal d'années. C'est les Trois Mousquetaires, qui pour moi, Alexandre Dumas, c'est probablement le meilleur polar de tous les temps. Si on doit en retenir un, ce serait peut-être celui-là, mais il y en a des tas d'autres évidemment. Et au niveau musique, quel est l'album effectivement qui t'a suivi dans les déménagements que tu as pu faire, celui que tu as jamais effectivement perdu? Alors c'est marrant de parler de déménagement, parce que à l'heure du numérique, maintenant les musiques ne nous quittent plus sur nos devices mobiles notamment. Là c'est pareil, si je te montrais mes playlists, ça va du Brésil au classique, en passant par l'électronique, le jazz ou le rap. Donc c'est difficile de retenir qu'un seul album. Peut-être un qui est Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que j'ai connu avec mes parents quand j'étais petit, et que j'appréciais toujours d'écouter. Peut-être Rapper's Delight de Sugar Hill Gang pour un autre thème, et qui m'accompagne également depuis que je suis tout petit. Et un film qui a marqué ta mémoire? Si je remonte encore à mes souvenirs d'enfance, ce serait Youngblood, le premier film de Patrick Swayze sur le hockey sur glace. J'ai toujours été
pas mal de passion dans ma vie et notamment tous les sports de vitesse. Donc j'ai fait pas mal de hockey sur glace, du ski, de la chute libre, etc. Et Youngblood reste un film méconnu, mais qui m'avait pas mal marqué quand j'étais plus jeune. Raconte-nous une journée type de travail du matin jusqu'au soir. Quelles sont les différentes tâches que tu mets en fonction? Je me lève tôt, je fais un peu de sport et ensuite je regarde rapidement les chiffres de la veille. Je réponds à mes premiers mails et je vais au bureau. Je fais assez peu de télétravail. Ensuite, j'alterne mon temps entre mes clients partenaires côté éditeur, les médias, et puis toutes les relations que nous avons également avec du côté buy side, les annonceurs et leurs agences en France. Et puis on a ouvert un bureau depuis le début de l'année en Angleterre, donc de plus en plus de relations avec des partenaires anglais, mais aussi européens et un petit peu américains maintenant. Je passe du temps, on est ce qu'on appelle une NatTech, donc on passe du temps également sur la partie technologie et produits. On sort des nouvelles, c'est ce qui me passionne moi dans mon métier, c'est l'innovation que permettent les nouvelles technologies. On parle en ce moment souvent d'intelligence artificielle. On en utilise déjà nous dans nos métiers typiquement pour convertir des textes en audio. Et puis typiquement en ce moment je suis en train de réécrire le contenu de mon site corporate. Donc ce sont des journées qui sont multitâches, multifonctions, bien remplies. Et puis toujours garder un petit peu de temps aussi pour faire de la prospective, rencontrer des partenaires pour faire notamment potentiellement des investissements. Donc voilà, c'est du 8h-20h bien occupé et multitâche, multifonction. Et comment vois-tu l'avenir du podcast? Parce que toi, t'es en plein dedans. Alors, tu parlais de monétisation tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des gens effectivement qui attendent la monétisation, qui attendent effectivement de monétiser leur podcast. Ils savent pas trop comment faire, etc. C'est un peu trouble. Les datas sont un petit peu légères encore par rapport aux Américains. Comment toi tu vois le développement du podcast en France? Alors, en France et dans le monde, je pense que c'est drivé tout d'abord par des contenus. Il y a de plus en plus de contenus, donc il y a énormément de studios à Paris, mais aussi en province, dans lesquels il y a un écosystème très riche, et puis un peu partout dans le monde qui produisent des contenus audio. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de ce format-là, c'est que ça vient parler à l'intégralité des typologies de passion que les gens peuvent avoir, que ce soit en perso ou en pro. Donc l'avenir du podcast, c'est le contenu. Ça drive des audiences au départ qui sont plus c'était plus jeune, urbaine que la moyenne, mais de plus en plus ça pénètre l'intégralité des régions, des catégories sociales et des tranches d'âge. Ensuite, aujourd'hui, il y a une différence entre les audiences qui sont très hautes et les investissements. Donc, je pense que et on le voit bien, il y a de plus en plus d'annonceurs, de nouveaux annonceurs qui viennent s'emparer de ce format et l'investir soit en standalone, c'est-à-dire soit seul, soit en complément de plan radio ou de plan télé ou de plan en digital. Et on sait que ça va aider à travailler des items de mémorisation, d'awareness ou d'intention d'achat. Tu as mentionné les sujets de mesure. Donc, par rapport aux États-Unis, je pense pas qu'on soit en retard. La France, l'Europe, les États-Unis, d'une manière générale, tout le monde est à ce sujet de la mesure de la performance comme centre d'attention. Donc, nous, chez Edison, on a travaillé déjà à couvrir un premier sujet qui était la fragmentation des audiences, et en agrégeant les audiences des plus grands médias français et internationaux, on devient plus puissant que Apple et Spotify réunis en capacité de pouvoir livrer des écoutes et des pré-rolls. Le deuxième enjeu, c'est la mesure de la performance, où effectivement là où de grandes plateformes, c'est toujours un peu pareil, les jardins fermés, les fameux walled gardens,
sont assez avares de partage d'informations. Nous, on va assez loin sur la mesure de la performance, qui est essentiellement du reste streamé, au contraire d'être de fournir des stats sur du download. Donc aujourd'hui, on a probablement la mesure la plus précise du marché sur les performances de podcast, et c'est une des raisons qui fait aussi notre succès, c'est que les marques apprécient la transparence sur la restitution des usages, sur les marques médias, mais aussi les marques annonceurs. Donc je dirais, en synthèse, pour répondre à ta question, un avenir plutôt brillant sur l'industrie du podcast et de l'audio digital en général, parce que on est sorti, nous, du pur podcast natif en termes d'accompagnement pour nos clients, et on parle plus aujourd'hui d'audio digital d'une manière générale. Si tu avais 2 conseils à donner à quelqu'un qui a envie de lancer son podcast aujourd'hui, quels seraient ces 2 conseils ? Non, pas vraiment de conseils à donner, mais je pense qu'il y a, pour reprendre le sujet de la durée, pour moi, il me paraît essentiel de comprendre d'abord qu'est-ce que veulent les audiences avant de se dire qu'est-ce que moi je vais raconter. Donc ça, c'est c'est le premier objectif, premier point d'attention, je dirais. Et la deuxième bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux faire avec ce podcast, qu'est-ce que j'en attends, quels sont les résultats que je veux avoir et sous combien de temps. On rencontre souvent des marques qui nous disent moi je veux faire le podcast, mais quand on leur demande pourquoi, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc je pense que c'est les 2 bonnes questions à se poser, c'est quelle est ma cible et qu'est-ce que je veux en avoir, qu'est-ce que j'attends de mon format podcast, sous combien de temps, quels sont les KPI que je vais surveiller. Et une fois qu'on a assez posé ces bonnes questions, ensuite, normalement, le reste se met en place assez naturellement. Allez, pour les gens qui nous écoutent et qui ont été sensibilisés par tes propos, quel est le mode opératoire effectivement quand on veut travailler avec ta société? Qu'est-ce qu'il faut effectivement peut-être préparer avant? Est-ce que d'une certaine manière tu fais un petit briefing avant avec la personne, tu expliques quelles vont être les différentes fonctions, les différentes missions? Oui, enfin tout dépend des interlocuteurs, que ce soit côté média ou côté brand, mais le mode opératoire il est assez simple. On a des commerciaux qui vont prendre le temps de bien comprendre la problématique de nos clients, pour ensuite positionner le format qui va bien, parce que on parle de podcast de marque depuis tout à l'heure, mais on a aussi cette capacité de pouvoir accompagner nos clients sur la distribution de leur format pré-roll en programmatique, ou de réaliser des host-read, où là, le host-read, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'animateur du podcast qui va prendre la parole pour expliquer le produit ou le service à son audience. Voilà, donc le mode opératoire, il est finalement assez simple, c'est de nous contacter au travers de notre site edisand.com ou directement sur notre profil LinkedIn pour qu'on puisse évaluer comment on accompagne nos clients. Allez, on va conclure cette interview à 24 minutes et 28 secondes. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Julien? Mais c'est très bien, Philippe. S'il faut continuer comme ça me paraît très bien, très clair. Alors on essaye. Au bout de 2 ans, on est déjà à 700 épisodes, donc chaque jour, on essaye d'apporter de la valeur ajoutée à ceux qui nous écoutent dans des matières un petit peu diverses. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas que vous pouvez effectivement ajouter 5 étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube également. Vous découvrirez de nouveaux invités à venir dans les experts. Je te remercie effectivement, Julien Moss, donc CEO et fondateur de la société edisand.com. Allez voir le site, vous allez apprendre plein de choses, vous allez découvrir effectivement son univers. J'espère qu'effectivement que là aussi on a pu vous apporter des clés d'ancrage qui vous permettront de peut-être rejoindre et d'être client de Julien. En tout cas, merci d'avoir prêté tes propos, Julien, aux experts. Dernière petite question, où on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos? Comme je l'évoquais, sur LinkedIn, on peut me contacter assez facilement, ou sur mon email julien@edisand.com, edisand.com.
Merci à toi et bon vent, comme on dit en Bretagne, pour edescend.com et puis pour également ton aventure dans le monde du podcast. Merci beaucoup Philippe, bonne continuation à toi également.